Bien, écoutez, j'ai 18h35 à ma montre, donc je vous propose qu'on démarre. Bienvenue et merci de votre participation à cette session d'information et d'échange qui vous est proposée par la Maison de l'Europe en Bourgogne-Franche-Comté et le bureau de représentation du Conseil régional à Bruxelles. Cette session sera donc co-animée par Bérangère Combre qui va se présenter. Oui, Voilà, bonsoir Bérangère. Et moi-même, donc Julien Péat, directeur de la Maison de l'Europe. Bérangère, je te laisse te présenter. oui, alors, nous, on est à Bruxelles, donc on est le bureau de représentation de la région Bourgogne-Franche-Comté à Bruxelles. Donc notre rôle, c'est la veille communautaire, autant, réglementaire, financière que, aussi de l'actualité. Et aussi donc, notre, but, c'est de défendre les intérêts de la région, du territoire régional dans son ensemble. Voilà, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Voilà. Donc la Bourgogne-Franche-Comté à Bruxelles, et Bruxelles, ou en tout cas l'Union européenne en Bourgogne-Franche-Comté, c'est la Maison de l'Europe et ses centres d'information donc du réseau officiel de la Commission européenne, le réseau Europe Direct. Donc deux centres d'information basés à Besançon et à Dijon, et donc des équipes au service du territoire, des citoyens, des acteurs du territoire, et donc de structures ressources et expertes sur toutes les questions européennes. Voilà, l'Europe en Bourgogne-Franche-Comté, c'est donc le bureau de Bruxelles et la Maison de l'Europe. On va donc vous présenter ce soir des éléments qui sont plus particulièrement adaptés à la question de la citoyenneté européenne active et à la vie des jumelages entre communes, qu'ils soient formels ou informels d'ailleurs. Et puis demain, pour ceux que cela intéresse, et peut-être vous êtes-vous inscrit aussi à la session de demain, donc un focus sur le programme Erasmus+, donc dans son versant jeunesse et la possibilité d'organiser des échanges de jeunes, donc quelque chose de beaucoup plus ciblé, on va dire, en tout cas en termes de public, que le programme qui est présenté ce soir, même s'il y a des similitudes dans la gestion du projet, ou en tout cas dans la façon de le penser, de l'imaginer et de le déposer donc auprès de l'agence européenne qui s'occupe de cela. Bérangère, on va démarrer par quelques propos généraux, on va dire, sur le programme, l'architecture du programme, et puis ensuite, je viendrai, moi, dans les détails du montage. On vous laissera évidemment un temps de questions à l'issue de cette présentation au départ. Voilà, je vais te partager l'écran, et c'est donc à toi pour voilà, la présentation de l'architecture globale. Ce n'est pas la bonne diapo, je reviens. Voilà, à toi Bérangère. Oui, alors, donc effectivement, comme Julien vient de le dire, on va parler ce soir plus particulièrement de tout ce qui a trait au jumelage. Et avant ça, avant de rentrer vraiment dans les détails, on voulait faire un point un peu plus global, prendre un peu de recul par rapport à ce que sont les fonds européens, d'où ils viennent, et cetera, peut-être pour mieux comprendre comment après ils fonctionnent et ils sont mis en œuvre. Donc, on a fait un schéma très simplifié des financements européens. Donc, d'où ils viennent, c'est le premier carré à gauche bleu. Donc, le budget de l'Union européenne vient de deux sources principales. D'une part, de la contribution des États membres, et d'autre part, de différentes ressources, ce qu'on appelle des ressources propres. Une fois que cet argent arrive dans les caisses, on va dire, de l'Union européenne, il est organisé sous la forme d'un cadre financier pluriannuel qui permet en fait de répartir cette somme d'argent entre toutes les politiques de l'Union européenne. Et cette répartition vaut pour 7 ans. Donc, cette année, une programmation de 7 ans qui commence pour cette nouvelle programmation justement en 2021, d'où ce point qu'on fait aujourd'hui pour voir un peu quelles sont les nouveautés, quels sont les changements de cette nouvelle programmation. Une fois que cette programmation est lancée, donc on a accès au financement européen. Ces financements se distribuent sous deux formes principales. Les fonds structurels d'une part. Les fonds structurels, c'est tout ce qui sert au développement territorial, à l'aménagement du territoire. On peut les retrouver sous la forme plus technique, on va dire, des fonds FEDER, FSE ou FEADER pour ceux qui connaissent, par exemple. Et l'autre possibilité pour utiliser ces fonds, ce sont les programmes sectoriels. Donc, les programmes sectoriels, eux, vont vraiment investir une politique de l'Union européenne, un sujet en particulier. Donc, par exemple, pour l'environnement, ce sera le programme LIFE,
ou pour l'éducation, formation, la jeunesse et le sport, le programme Erasmus+, donc comme on l'a évoqué avant. Si tu peux passer à la suivante. Voilà, donc là, on a mis un extrait, on va dire une prise de vue un peu d'à quoi ressemblent tous ces programmes. Donc avec les fonds structurels en haut et la myriade de programmes sectoriels en bas, avec voilà, donc ceux dont je parle par exemple, donc LIFE, Erasmus+, Horizon Europe, qui sont les plus connus. Et la masse d'euros qu'ils représentent, mais bien sûr au niveau de l'Union européenne. Donc ça, c'est pas ce qu'on touche en France, mais voilà, en tout cas, c'est ce que ça représente au niveau de l'Union européenne. Voilà. Donc, parmi ces programmes, donc, il y a le programme dont on va parler ce soir qui s'appelle Citoyens, égalité, droits et valeurs. Donc, c'est un programme en fait qui reprend le programme Europe pour les citoyens que vous avez peut-être eu l'occasion d'utiliser par le passé. Et ce programme Europe pour les citoyens a été fusionné avec d'autres programmes qui relevaient plutôt jusqu'alors du registre de la justice pour donc ce nouvel intitulé Citoyens, égalité, droits et valeurs. Donc, il a vocation à soutenir donc des sociétés européennes ouvertes, inclusives et démocratiques, donc en soutenant, en promouvant les valeurs de l'Union européenne. Le budget total, il est de 1,5 million. Donc, c'est une augmentation aussi par rapport à Europe pour les citoyens. Le budget total du programme, il est 1,5 million. Bien sûr, il n'y a pas 1,5 milliard pour juste les actions engagement civique et participation, mais en tout cas, voilà, c'est une augmentation, il faut le savoir. La suivante, s'il te plaît. Donc, ce programme, il a une architecture définie donc, de cette façon, la façon que vous voyez sur la slide. Donc, 4 objectifs, 4 volets. Donc, le premier volet, c'est un volet égalité et droit. Donc là, c'est promouvoir l'égalité, les droits des personnes, notamment en situation de discrimination et d'inégalité. Le deuxième volet, c'est le volet engagement civique et participation. Donc, ça recoupe vraiment le programme anciennement appelé Europe pour les citoyens. Le troisième volet, c'est le volet Daphné. C'est la lutte contre les violences faites aux enfants et aux femmes notamment. Et le dernier volet, c'est un volet tout nouveau qui n'existait pas avant, c'est le volet valeurs, qui a pour vocation de financer des actions qui soutiennent les valeurs de l'Union européenne. Voilà. Et c'est à toi la parole, il me semble. Merci beaucoup Bérangère pour cette introduction. Donc, je vais vous parler plus en détail du programme L'Europe pour les citoyens. Mais avant ça, j'ai une question pour vous dans le sondage qui s'ouvre. Est-ce que vous ou votre structure, est-ce que vous avez déjà déposé un dossier L'Europe pour les citoyens par le passé? Donc, soit dans son architecture 2014-2020 ou éventuellement encore avant. Est-ce que vous avez eu dans ce cas un résultat positif, un résultat négatif, ou est-ce que vous avez envisagé mais que vous avez renoncé pour diverses raisons? Alors, il manque 6 personnes qui n'ont pas, 5 personnes qui n'ont pas répondu. 4. 3. 2. Donc, on met fin au vote, 17 sur 18. Donc, vous êtes très majoritaire en fait à n'avoir pas déposé un dossier L'Europe pour les citoyens. Donc, Bérangère, notre objectif, c'est de faire en sorte que cela change. Et nous comptons bien à ce que cela change. Alors, l'Europe pour les citoyens, comme son nom l'indique, c'est un programme qui est fait d'abord pour les citoyens, donc au niveau local, voire au niveau régional, mais le plus possible au niveau local, à proximité de là où se font et où se vivent les projets, notamment de citoyenneté active et de coopération. Le programme n'a pas changé de nom. Ça, c'est déjà une bonne chose pour sa visibilité, pour aussi, on va dire, la meilleure connaissance aussi des outils européens. Quelquefois, les noms changent. Là, en l'occurrence, il y a une véritable continuité. Ce qui est certain, c'est que le programme va continuer de financer des échanges entre citoyens de différents pays. Et ça passe par les jumelages, encore une fois, formels, informels, les réseaux de villes aussi, donc ça à plus grande échelle, ou en tout cas des projets aussi qui peuvent se bâtir avec plus de 2 pays éventuellement, et sur une durée plus longue, on le verra dans les modalités.
des projets qui améliorent la participation, la contribution des citoyens à la vie démocratique et civique. Ça peut aussi être des sujets d'intérêt commun qui ne concernent pas directement, on va dire, la vie des associations ou des communes, mais justement trouver faire un peu de prospective. Et puis, les projets qui visent à commémorer les événements importants de l'histoire moderne européenne. Là, on touche à la question de la mémoire, notamment du travail de mémoire. Bérengère évoquait la nouvelle dimension des valeurs. Là, honnêtement, on est sur des dimensions et sur des appels à propositions qui touchent davantage des grosses structures, des plus grosses structures qui vont avoir un impact plus important, enfin, sur un territoire plus grand, et éventuellement transnational aussi. Donc là, on va se concentrer, hein, c'était la proposition aussi, sur ce que vous pouvez faire, vous qui êtes soit élu dans une commune à la tête d'un comité de jumelage ou simplement investi dans des questions de coopération, peut-être informelle entre des territoires européens. D'abord, la question de l'éligibilité, elle est importante. Sont éligibles pour le programme L'Europe pour les citoyens, donc ce qu'on appelle dans le jargon européen les autorités régionales et locales, donc ce sont des collectivités ou des structures publiques. Il y a aussi des structures donc privées, des entités de droit privé, les comités de jumelage, qu'ils soient rattachés ou non d'ailleurs aux communes, hein, puisque dans certains cas, il peut y avoir un lien direct ou indirect. Il y a, et ça fait écho à ce que je viens d'exprimer au sujet de la question mémorielle notamment et de la question des valeurs, des organismes de recherche, de réflexion sur les politiques publiques européennes, d'organisation de la société civile, donc plus largement, hein, tout ce qui est de type associatif et à but non lucratif, donc des organisations dites culturelles, de jeunesse, d'enseignement et de recherche. Je vous donne un exemple assez récent. Le programme L'Europe pour les citoyens va financer un projet qui est coordonné par l'Université de Franche-Comté sur une approche scientifique de la question de l'immigration et des migrations plus largement, une approche historique, sociologique, donc avec un financement assez inconséquent, hein, je crois que c'est plus de 150 000 euros. Donc ça fait partie des volets aussi du programme L'Europe pour les citoyens. Donc ce n'est pas la question de la coopération voilà, entre communes et des jumelages au sens strict du terme, mais ça reste quand même un projet, donc, dans le cadre de ce programme, de ce vaste programme, comme vous l'avez compris, ça a été rappelé tout à l'heure, avec 4 objectifs différents. Donc je pense que vous êtes tous ici présents, donc éligibles, hein, que ce soit à travers ces entités de droit public ou de droit privé. Quel type d'action? Donc là, il faut quand même avouer que c'est un programme qui est assez souple. Il y a une rigidité quand même dans l'architecture, dans le montage du dossier, du projet, dans les pièces aussi à fournir, vous verrez, hein, ce n'est pas toujours simple, il faut montrer patte blanche quand il s'agit de déposer un dossier européen, mais en tout cas, la possibilité d'action, cumulable entre elles d'ailleurs, est assez intéressante. On a vraiment une panoplie, une palette assez large. Il y a des activités de sensibilisation, de formation aussi dans différents secteurs qui sont couverts par le programme, hein, on l'a rappelé, les droits, l'égalité, la culture, le patrimoine, l'histoire, la mémoire. On peut ajouter aussi des questions liées au sport, et je dis ça aussi parce que je vois dans le coin de mon écran monsieur Lacroix. L'apprentissage par les pairs, et les jumelages de villes, donc il y a une dimension aussi transgénérationnelle, à la différence de ce qu'on vous présentera demain, et qui est plus lié à une cible jeune de 13 à 30 ans. Là, on est vraiment sur une possibilité extrêmement large de participation universelle des citoyens. Il y a une dimension, donc là aussi, qui est peut-être plus spécifique, et ça fait écho à ce que j'évoquais juste avant, une analyse, un contrôle des politiques publiques, donc là aussi avec une approche comparative et de bonnes pratiques entre les pays à la fois de l'Union européenne, mais les pays qui participent au programme, et vous verrez qu'ils sont au-delà des frontières strictes des 27. Et puis, un soutien aux organisations de la société civile, celles qui agissent notamment pour la promotion, la protection du respect de l'état de droit, la bonne gouvernance, la démocratie. Je ne vous cache pas que les structures qui en bénéficient, enfin, disons, qui sont très alertes sur ces financements européens, se trouvent aujourd'hui principalement en Europe centrale et orientale, et on sait tous pourquoi. Mais il n'empêche, il y a des structures aussi d'Europe de l'Ouest qui en bénéficient, évidemment. Le renforcement des capacités des réseaux européens dans les domaines relatifs au programme, là c'est quelque chose d'assez spécifique aussi, qui permet justement de mieux structurer des fédérations nationales européennes pour leur permettre de déployer des programmes d'action et d'activité. Pour autant, et ça c'est la dernière ligne de cette slide,
les projets locaux de petite échelle sont privilégiés, puisque une très très large partie du budget donc est allouée à cette dimension-là. Disons que les financements sont moins concentrés. Sur certains autres volets, on va avoir des très gros financements, de plusieurs dizaines de milliers, voire centaines de milliers d'euros, pour un petit nombre de structures bénéficiaires, alors que sur la dimension participation citoyenne et jumelage, le financement va être plus limité, mais du coup, on aura derrière un nombre de bénéficiaires beaucoup plus important quantitativement. Donc, les projets locaux de petite échelle qui doivent, là aussi, je dirais, se conformer aux règles et aux règlements et aussi aux appels annuels qui fixent un certain nombre de priorités. Priorités qui couvrent en fait bien souvent des questions d'actualité. Ça peut être aussi des anniversaires, des années, on va dire, particulières pour l'histoire de l'Union européenne ou des sujets importants qui sont dans les priorités politiques de l'Union européenne. Je prends l'exemple de l'Europe pour les citoyens, donc ancienne version. Par exemple, en 2020, il était question du 70e anniversaire de la déclaration Schuman, donc la pierre angulaire de la construction européenne. Et donc ça peut évoluer au fil du temps. Les années qui précèdent les élections européennes, il y a aussi une question, souvent une priorité qui est mise sur la participation démocratique et sur l'incitation à une meilleure compréhension du fonctionnement institutionnel. Donc ça, voilà, c'est évolutif au fur et à mesure qu'on avance dans le cadre financier dont parlait Bérangère tout à l'heure, donc 2021-2027. Je continue. On en vient à des questions pratico-pratiques. Donc, les conditions et les modalités. Au-delà de l'éligibilité par rapport à la nature juridique de vos structures, il y a donc des conditions préalables, notamment en termes de participants. On est sur une participation minimum de 50 citoyens, dont 25 issus d'un autre pays. Et quand je dis d'un autre pays, donc ça peut être soit d'un autre pays de l'Union européenne, ou éventuellement d'un pays candidat à l'adhésion à l'Union européenne, ou un pays de l'espace économique européen. On verra ça sur la diapo suivante. Et simplement sur le nombre minimum de participants, on est bien sur un minimum de 25 plus 25. 25 chez vous, en France, dans votre ville ou village, et 25 de l'autre pays. Donc là, on se met dans la position où c'est vous qui organisez les activités, où c'est vous qui déposez, donc c'est vous qui obtenez le financement européen, et c'est à travers vous que le déplacement, éventuellement la prise en charge financière du déplacement de vos partenaires, va se faire. Donc la centralisation, c'est bien celui qui dépose. La conditionnalité, donc l'éligibilité des pays, donc on reste sur les 27 États membres de l'Union européenne, plus Norvège, Islande, Liechtenstein, et on ajoute donc des pays candidats à l'UE participant au programme. Donc ça peut y avoir une évolution aussi, notamment voire par rapport à l'Albanie. Je précise quand même, c'est très important, que le Royaume-Uni évidemment, est sorti de l'Union européenne, donc sorti de l'ensemble de très très large majorité des politiques européennes, pas toutes, c'est encore le G7 a montré aussi qu'il y a des coopérations quand même qui seront possibles en termes de défense, de sécurité, mais on va dire tout ce qui est lié à la citoyenneté, Erasmus, etc., c'est fini. Et puis pour la Suisse, bon, vous avez peut-être suivi aussi l'actualité avec la porte claquée par le Conseil fédéral suisse donc sur les négociations pour de nouveaux accords bilatéraux. Donc là aussi, il y a eu une incertitude par rapport à ces deux pays-là. Mais de mémoire et en voyant les noms et les visages, je pense qu'on est principalement sur des pays de l'Union européenne. Conditions et modalités, il y a aussi évidemment la question budgétaire. Donc le budget maximum qui est alloué dans le cadre d'un dossier déposé pour un jumelage de ville, c'est 30 000 €, qui va correspondre à un tableau pas forcément proportionnel, mais évolutif, on va dire. Donc plus vous avez de participants potentiels dans le projet, plus vous aurez de financement. Une précision quand même pour les réseaux de villes, parce qu'il y a parmi nous certains représentants de collectivités. Si toutefois vous souhaitez coordonner et déposer un projet de réseau de villes, donc plusieurs villes entre elles, et donc sur un niveau d'activité qui est plus important,
Là, pour le coup, il n'y a pas de limite de financement. Mais on tape voilà, déjà à plus haut niveau avec des dossiers et une conditionnalité qui est différente. Ce que je vous explique là, ce qu'on vous explique là, c'est pour des jumelages de villes et non pas des réseaux de villes. Donc le forfait est évolutif selon le nombre de participants et vous bénéficiez d'un préfinancement forfaitaire sur la base du dossier et des hypothèses que vous avez émises. Et le solde forfaitaire est versé à la fin de l'action, une fois que vous avez renvoyé donc le rapport technique qui prouve que l'action a bien été réalisée selon vos engagements, avec toute la valorisation, etc., qui va derrière. Alors, je regarde peut-être les questions au fur et à mesure. Ce programme peut être aussi financé au niveau départemental. Donc là, ça dépend des règlements d'intervention des collectivités. Donc il peut être financé au niveau local par la commune, il peut éventuellement être financé au niveau départemental s'il y a un règlement d'intervention ou un fonds citoyen ou une possibilité, peut-être en matière éducative. Ce ne sera peut-être pas forcément en matière de coopération européenne, puisqu'il n'y a pas de compétences en tant que telles au niveau départemental. Mais éventuellement, donc là je ne peux pas m'engager si c'est la Côte d'Or, le Doubs ou autre, il faudra le préciser dans le détail. Au niveau régional aussi, il peut y avoir aussi des cofinancements. On donnera la parole à Alexis peut-être un petit peu plus tard. La Suisse était acceptée dans le programme jusque-là. Il y avait des possibilités étendues sur certains programmes liés à l'éducation, la citoyenneté. C'est une bonne question, Marike, à repréciser sur 2014-2020, je ne suis pas certain. Quant à l'Ukraine, c'est non, Madame Robert, a priori, puisque pas dans l'Union européenne, pas candidat et pas dans l'espace économique. Il y a d'autres financements fléchés de l'Union européenne vers l'Ukraine, très important d'ailleurs depuis la guerre d'il y a quelques années, mais en tout cas sur l'Europe pour les citoyens, ce n'est pas le cas. Le budget. Donc, l'architecture du budget est relativement simple, et elle est même encore plus simple que ce que vous avez pu connaître par le passé, et même plus simple encore que Erasmus+, qu'on évoquera demain, puisque la Commission européenne a fait le choix de ne plus du tout utiliser de forfait lié à la distance. Il y a un forfait unique qui est basé sur le nombre de participants. Donc ça, c'est important. De le connaître, donc nombre de participants internationaux. Évidemment, quand je vous disais tout à l'heure, minimum 50, 2 fois 25, 25. Donc on est sur nombre de participants internationaux, ce qui va générer des frais d'organisation, de matériel, de transport, etc. Donc vous voyez que c'est très évolutif. Donc, et pour tous les projets qui concerneraient plus de 205 personnes, il y a de toute façon ce plafond de 30 000 euros. Donc ça va de 5 285 euros pour 25 participants internationaux à 30 000 euros au total. Ces forfaits sont versés en fonction de ce qu'on appelle un package, work package, donc ensemble de travail, on va dire, et classé par événement. Qu'est-ce qu'on appelle des événements? Eh bien, c'est une action qui se fait sur une période donnée et sur une période consécutive donnée. Si vous vous imaginez avoir une coopération perlée avec vos partenaires, imaginons une fois en mars, une fois en juillet, une fois en novembre, à ce moment-là, il faut déposer pour des events différents à chaque fois, qui peuvent d'ailleurs concerner un nombre de bénéficiaires, un nombre de participants différents. Actuellement, il y a un appel à proposition qui est appel à projet qui est ouvert depuis le 20 mai et qui court jusqu'au 26 août à 17 h pour des projets qui doivent commencer entre le 1er janvier 2022 et le 31 mai 2022. Il y a plusieurs appels par an, normalement 2, qui permettent de couvrir en amont toutes les périodes de temps. Vous le verrez pour demain sur Erasmus+, c'est pareil. Donc, il faut un temps suffisant de préparation, de dépôt, parce que vous le voyez, une fois que la date butoir est arrivée, le 26 août 2021, à 17 h, il y a ensuite l'évaluation. Donc ça, c'est la responsabilité de l'agence exécutive et avec des évaluateurs externes, puis ensuite des évaluateurs internes pour des contrôles un peu plus poussés.
l'information sur les résultats, donc la publication en novembre 2021, et la signature, donc GA, c'est Grant Agreement, l'accord de financement, qui permet d'avoir juridiquement des pièces, hein, un contrat, si vous voulez, une convention, pour le démarrage de l'action, donc qui doit commencer au plus tôt le 1er janvier 2022. Donc ça, c'est un volet juridique qui prend un peu de temps. Donc c'est plutôt une bonne chose quand même que les appels soient ouverts sur une période aussi longue. Ce ne sera pas forcément toujours le cas au fur et à mesure, mais voilà, c'est intéressant parce que c'est vrai que sur les premiers, on tâtonne un peu, les règlements peuvent avoir évolué, c'est le cas ici. Le dossier de candidature peut avoir un peu changé. Et puis surtout, vous allez le voir, tout se passe en ligne et il est très très important de bien anticiper les besoins en fait, d'avoir enregistré son organisation, donc d'avoir prouvé la bonne existence juridique, d'avoir donné toutes les pièces qui permettent de vérifier cette existence juridique, une stabilité aussi d'un point de vue financier, d'obtenir un numéro d'identification et ensuite de pouvoir faire la démarche sur le site, donc sur le portail des financements au niveau européen. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet du dossier, de voir quelles sont les pièces, un petit rappel quand même méthodo sur le déroulement d'un projet. Il faut bien imaginer que la vie d'un projet européen, en tout cas d'une demande de financement européen, est un peu différente de la vie d'un projet quand, et ça fait écho à la question de tout à l'heure, hein, à ce qui est lié à un financement communal, municipal, éventuellement départemental ou régional. Les pièces à produire, la vie du projet en amont, pendant et en aval, on va dire les demandes telles qu'elles sont formulées et les exigences aussi vont être différentes, ou en tout cas l'exigence va être plus forte du point de vue européen. Imaginez, et c'est toujours la première chose que je dis, que je conseille, imaginez toujours que vous êtes à la place de l'évaluateur, qui ne sait absolument rien de vous, qui va peut-être probablement devoir taper dans Google pour savoir où se trouve votre commune et où se trouve votre partenaire. Euh, voilà, imaginez qu'il ne sait rien et que vous êtes une structure qui doit expliquer à quel point elle est prête, à quel point elle a de l'expérience suffisante pour mener à bien le projet en amont, pendant et en aval. Donc, rien ne doit être laissé au hasard. Et le dossier est exigeant dans sa composition, dans son architecture, dans ce qui vous est demandé. Parfois, on a l'impression que c'est répétitif. On se dit, mais bon, partie C, on a déjà répondu dans la partie A, pourquoi on me demande la même chose? C'est, je dirais, presque fait exprès. C'est pour vérifier aussi, tester ligne de conduite, un fil rouge du projet. Donc, planifier son projet, c'est d'abord faire un état des lieux, des possibilités, des moyens humains, financiers, matériels aussi, pour mener à bien son projet donc de rencontre et de coopération. C'est important parce que c'est une partie aussi qui vous est demandée. En quoi vous avez l'expérience, en quoi vous avez déjà organisé des actions similaires, ou en quoi ce projet finalement a mûri en fait au fur et à mesure de l'histoire du partenariat. Ça ne veut pas dire que des jumelages récents ne sont pas éligibles, au contraire, mais donc il y a toujours un terreau sur lequel il faut insister dans la présentation. Ne rien laisser au hasard en termes aussi de préparation. Il peut y avoir parfois des éléments qui vous semblent logiques ou évidents. Rien ne doit être laissé au hasard. Il faut toujours avoir cette progression et d'y aller petit pas par petit pas pour montrer que le projet est extrêmement bien balisé, notamment sur le point linguistique, culturel, interculturel, comment ces médiations se font, qui est en charge de ce suivi-là, comment le projet avance et mûrit de part et d'autre au départ, comment il est co-construit, ça c'est extrêmement important. La mise en œuvre des activités aussi, le jour J ou les jours J in situ, et la dimension matérielle a son importance. Je vais revenir dans le détail simplement pour finir sur cette diapo. Le suivi et l'après, c'est souvent ce qui pêche dans les dossiers ou en tout cas dans les projets. Les concurrents arrivent assez bien à présenter la structure, à présenter la jeunesse du projet, ce qu'ils veulent faire, avec qui, comment ils veulent le faire, mais la question de la valorisation
de la diffusion, ce qu'on appelle l'utilisation des résultats du projet. Donc tout ce qui se passe après, une fois que les partenaires sont repartis, là c'est toujours un petit peu plus difficile. Donc il faut aussi s'inspirer de bonnes pratiques, utiliser tous les vecteurs qui sont à disposition, qu'ils soient physiques ou qu'ils soient numériques. L'aperçu du dossier. Alors, déjà, avant de déposer le dossier, comme je vous disais tout à l'heure, il est impératif de créer un profil, un compte d'utilisateur sur la plateforme qui s'appelle EU Login. La présentation, vous l'aurez. Donc, vous aurez aussi les liens directement en cliquant. Donc, ça, c'est un point extrêmement important et obligatoire. Je pense que le partage d'écran se fait toujours. Tout le monde voit? Donc, vous Oui. tombez sur ce portail. Alors, Oui. je vais vous le dire directement. Il y a certaines parties qui sont en français, mais l'immense majorité du contenu des portails est en anglais. Donc, si vous n'avez jamais fait cette démarche d'enregistrement et de création donc d'un compte utilisateur, vous allez être obligé donc d'inscrire votre organisation. Donc ça, c'est pas une partie qu'il faut laisser au hasard. Il ne s'agit pas de se dire bon, moi, je vais le faire 3 jours avant la fin. Il faut absolument le faire assez tôt en amont pour ne pas se retrouver coincé avec un problème lié à une pièce manquante par rapport à vos statuts ou par rapport au mandat du président qui donne pouvoir en fait à une autre personne, membre de votre association ou de votre collectivité, pour gérer le projet, en fait, pour être considéré comme la personne responsable administrativement, pas juridiquement, mais au moins administrativement. Donc, bon, là, vous voyez, moi, j'ai un compte. Donc, on me dit « welcome back hein, ». Mais vous, il faut créer en fait, il faut créer directement ici avec simplement une adresse mail, donc un profil qui va vous permettre d'accéder à un ensemble de contenus des institutions européennes. Ce n'est pas uniquement pour un dossier de financement l'Europe pour les citoyens, mais c'est un compte en fait qui va vous être utile pour toutes les démarches éventuellement que vous auriez à faire avec l'Union européenne, ou en tout cas avec les financements européens. Bon, je vois qu'il y a une question. Ah, on voit toujours le PowerPoint. Alors effectivement, c'est problématique. Voilà, est-ce que vous voyez la bonne page maintenant? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Bien, merci Bérangère. Voilà. Donc voilà comment ça se présente. EU Login. Donc là, comme je vous le disais, donc moi j'ai déjà un compte, donc il me demande de mettre mon mot de passe. Mais si vous vous connectez pour la première fois, voilà, donc vous créez un compte. C'est assez simple au départ. Hein. Un mail, le choix d'un mot de passe, une validation, l'envoi d'un mail d'une validation. Et là, en plus, vous avez la possibilité, au moins au départ, sur cette page-là, d'avoir l'accès à la création du compte en français. Voilà. Donc, il y a vraiment, à ce stade, en tout cas, rien de compliqué. Donc ça, c'est l'étape numéro 1, la création donc, de votre compte et de votre login d'utilisateur. Je me remets sur la présentation. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez créé votre compte, donc qui est un compte d'accès personnel, vous allez devoir enregistrer votre organisation. Donc là, ce sont deux choses différentes. Ce sont une démarche supplémentaire par rapport à l'Union européenne. Donc, vous allez reprendre l'adresse qui est votre compte d'utilisateur EU Login, et ensuite, vous tomberez sur une page qui vous permet de créer donc un compte d'organisation, et une entité juridique va recevoir un code. De la même manière que quand vous déposez les statuts d'une association, vous obtenez un SIRET, eh bien, quand vous enregistrez votre organisation sur la plateforme de financement européen, vous obtenez un code qu'on appelle le code PIC, donc à 9 chiffres,
Participant Identification Code, PIC, qui va vous permettre de prouver l'existence légale de la structure, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc là, il y a un certain nombre de pièces, comme je vous disais, hein, évidemment un numéro de SIRET, éventuellement si vous avez un numéro de TVA intracommunautaire peut-être, tout ce qui est lié au statut, qui est le président, un mandat aussi, voilà, qui peut éventuellement permettre à une personne qui n'est pas le président de faire les démarches. Donc, une fois que vous avez obtenu ce compte, et ça peut prendre plusieurs jours, vous pouvez ensuite, à partir de là, vous connecter sur la plateforme des financements européens, donc là qui est en anglais, et qui vous permet de rechercher le fonds en question, donc simplement avec un espace de recherche, hein, vous tapez jumelage ou town, ou si vous préférez le faire en anglais, et vous arrivez sur l'appel s'il a été ouvert. Parce que vous avez accès en fait uniquement aux appels quand ils sont ouverts. S'il n'y a pas d'appel à proposition ouvert, vous ne pouvez pas commencer à déposer un dossier en amont. C'est-à-dire que si par exemple vous avez pour projet de déposer un dossier pour une action qui se fera à partir de juin 2022, ça ne sert à rien de commencer à le faire maintenant. Alors vous pouvez toujours créer un faux dossier pour vous approprier on va dire l'exercice, et c'est ce que j'ai fait en l'occurrence, notamment pour pouvoir récupérer ces slides et récupérer les différents documents, mais je vais supprimer en fait supprimer le dossier. Donc ça c'est assez pratique aussi, puisque vous pouvez créer les choses, éventuellement les supprimer, recommencer. Voilà, c'est pas, vous avez le droit à l'erreur en quelque sorte pour la suite. Donc voilà comment ça se présente. Une fois que vous avez choisi le programme, donc que vous êtes dans la plateforme et que vous avez cliqué sur l'Europe pour les citoyens, jumelage de villes, vous entrez dans le vif du sujet, puisque c'est là que vous avez un certain nombre de parties à remplir et un certain nombre de documents aussi à charger. Upload, hein, des documents que vous devez charger. Donc des documents qui sont vierges et que vous avez remplis donc, par ailleurs, et que vous faites remonter ensuite. Je vais peut-être m'arrêter là, faire une petite pause sur la partie, on va dire, d'inscription, la partie technique, et je vous montrerai après justement les documents qui sont à remplir. Alors, est-il possible d'avoir des exemples de dossiers ayant été sélectionnés? Alors, ok, ça j'y reviendrai peut-être juste après. Madame Goury, est-ce qu'un échange franco-allemand avec des élèves de notre collège et un collège de Sarfelingen, ville jumelée avec nous, entre dans ce cadre? Alors non, vous n'êtes pas éligible pour ce qui concerne des voyages scolaires. Là, je vous conseille de prendre la tâche de l'OFAGE, puisque en plus c'est un échange franco-allemand. Donc là, pas de problème, vous aurez des financements qui sont bien fléchés pour cela. Votre voyage, votre échange, en fait, votre appariement entre collèges français et allemand ne serait pas éligible non plus sur le dossier Erasmus+. On doit être dans un cadre qui est d'éducation non formelle. Par contre, de considérer que les élèves de votre collège qui sont des citoyens de votre ville de Bourbon-Lancy, éventuellement faire porter le dossier par la commune ou par le centre communal d'action sociale ou la maison de quartier ou le club culturel de je ne sais quoi, le club ou même un club sportif ou un club de musique, là ça fonctionne. Mais dans le cadre purement scolaire, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Donc, je ne vois pas d'autres questions. Je ne vous oublie pas, monsieur Ozette, mais j'y reviendrai juste après. Nous avons le projet d'organiser les rencontres des villes jumelées françaises et hongroises en 2022. Est-ce éligible? Alors là, ça fonctionnerait, mais dans le cadre des réseaux de villes à ce moment-là. Et vous pourriez faire en sorte que des villes françaises jumelées avec des villes hongroises puissent déposer ensemble et bénéficier d'un projet. Ou alors, vous déposez pour 2 villes, mais à ce moment-là, vous n'avez le financement que pour une seule des villes hongroises, en l'occurrence, pour ceux qui se déplaceraient depuis cette ville hongroise.
Donc, bon, du point de vue du financement, je pense que c'est moins intéressant de le faire comme ça. Donc, vous êtes plus sur la dimension réseau de ville. Mais bon, vous pouvez commencer déjà par des projets de jumelage de villes entre communes, et puis éventuellement porter un dossier où c'est plus important dans le cadre du réseau. Je continue avec quelques détails ici. Le dossier que je vais vous présenter juste après, il est noté sur un score de 100, donc 40 points pour la pertinence, 40 points pour la qualité du projet et sa mise en œuvre, et 20 points pour l'impact. Sachant que dans la partie pertinence, vous êtes obligé d'avoir un score minimum palier de 25, sans quoi le dossier est automatiquement recalé. C'est comme pour certains diplômes, certains examens, il y a une note éliminatoire. Et seuls les dossiers qui obtiennent au moins 70% seront de toute façon financés. Ce qui ne garantit pas le financement en l'occurrence, puisque c'est un appel, donc en fonction du nombre de candidats, eh ben, il faut être meilleur que les autres, ou en tout cas très bon. Alors, pas encore de questions, mais le partage des éléments. Donc, je vous ai montré tout à l'heure, quand vous êtes entré dans la partie financement, ici, je partage à nouveau l'écran pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Voilà. Quand vous êtes entré dans la partie financement, vous avez donc certaines parties à remplir, donc sur la nature juridique, le calendrier, etc. Mais vous avez aussi, donc ici à gauche, Download Part B Templates, donc télécharger les modèles de la partie B, en l'occurrence que vous retrouvez ici, Part B, et puis le calculateur. Donc en cliquant ici, en téléchargeant, vous allez télécharger directement sur votre ordinateur 2 documents. Il y a un premier document qui concerne le calcul donc, lié au nombre de participants. Donc, c'est bête comme chou. Voilà à quoi ça ressemble. Ici. Estimation de la contribution de l'Union européenne. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a différentes lignes en fonction des événements, c'est-à-dire des actions sur une période de jours consécutifs. D'accord? Donc si, et c'est là que je peux prendre l'exemple, si vous faites comme la commune de Saône, qui est dans la métropole de Byzantine, et que vous voulez fêter vos 50 ans de jumelage avec l'Allemagne et vos 25 ans de jumelage avec l'Italie en même temps, que vous prévoyez de faire un grand week-end de festivités. À ce moment-là, vous avez un work package, un événement complet. Il peut y avoir des événements préparatoires liés à ce rassemblement qui entreront dans le financement global. D'accord? C'est-à-dire que si le jour J, c'est de faire ça sur un week-end, profiter du pont de l'Ascension, par exemple, hein, donc vous avez un déplacement qui est prévu avec vos partenaires, vous avez donc un événement qui est fait. Mais en amont, tout le travail de préparation, et puis en aval, tout le travail de valorisation, ça fera quand même partie d'un événement en tant que tel, d'une séquence, peut-être plus parler de séquence que d'événement, parce que ça peut prêter à confusion, d'une séquence. Donc ça, c'est simple. L'autre document, il est en anglais, mais j'ai essayé de le traduire de la façon la plus précise possible en français. Donc, c'est là peut-être que les choses se corsent un peu. Donc, ce dossier. Donc, c'est un dossier qui fait une trentaine de pages, hein, et qui oblige à vraiment aller au fond des choses. Puisque vous le voyez dans la table des matières, la question de la pertinence, vous vous rappelez tout à l'heure, hein, il faut avoir au moins 25 points sur 40 pour passer. Donc, les contextes, objectifs généraux, l'analyse de vos besoins, des objectifs spécifiques, la valeur ajoutée européenne du projet. Ensuite, il y a toute une partie de méthodologie, de mise en œuvre, de gestion du projet. Donc, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, hein, les moyens financiers, mais les moyens humains,
les moyens matériels aussi. Et puis derrière, la question de l'impact. Et enfin, on vous demande différentes annexes, notamment ce qu'on appelle le plan de travail, le calendrier. Éventuellement, si vous confiez à d'autres structures, donc sous-traitance, ce n'est pas forcément une sous-traitance, on va dire une relation commerciale, mais éventuellement s'il y avait des partenaires du projet qui pourraient mettre en œuvre pour votre compte certaines parties. Voilà. Donc vous devez à chaque fois insérer du texte dans les différentes parties. Donc dans certains cas, il y a, vous serez éventuellement limité, dans d'autres cas, vous ne l'êtes pas. Rappelez-vous toujours le principe cardinal, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, mettez-vous à la place de l'évaluateur. L'évaluateur sera un évaluateur francophone, obligatoirement, puisque vous allez remplir le dossier en français. Vous pourriez le faire dans une autre langue, mais autant le faire en français. Le français est une langue officielle de l'Union européenne. Donc en gros, vous allez avoir un évaluateur français ou éventuellement un évaluateur belge, peut-être wallon, ou d'une autre nationalité, mais parfaitement à l'aise en français. Normalement, ils sont forcément francophones. Donc, ces évaluateurs, ils n'auront pas que votre dossier à traiter. Et c'est là que j'insiste. Ils en auront peut-être 20, 25. Donc, si vous êtes le premier, tant mieux. Et si vous êtes le 18e ou le 24e, au bout d'un moment, ce n'est pas forcément très simple. Donc, en anglais, on dit small is beautiful. J'ai envie de vous dire que ce n'est pas forcément ce qui est plus petit, mais en tout cas ce qui est concis, qui est le plus concis possible, le plus clair, le plus compréhensible. Ne soyez pas des poètes, n'écrivez pas un roman, soyez extrêmement précis, utilisez des points 1, des points 2, des tirets, espacez votre présentation, voilà, utilisez le maximum de l'espace, de contenu possible, mais faites-le pour faciliter la tâche et la bonne compréhension de votre projet par l'évaluateur. C'est donc aussi très très important de le faire relire. Et c'est pour ça que Bérangère et moi on est là, c'est justement pour aussi avoir cet œil particulier au regard des priorités de l'Union européenne, au regard aussi peut-être de certains mots, de certains termes qui font écho en fait, hein, qui ont une certaine résonance, on va dire, par rapport à l'agence et par rapport aux évaluateurs. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc l'analyse des besoins, bon, je vous aurez le document, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais bon, vous voyez que c'est quand même assez précis et qu'on vous demande des éléments aussi pratiques et précis que la question de comment vous intégrez l'égalité des sexes, les considérations de non-discrimination entre les hommes, les femmes, les filles et les garçons. Quel est l'impact aussi en termes de durabilité dans votre projet. Bon, voilà, il y a des questions liées à l'âge, au handicap, etc. À quel point est-ce que c'est éventuellement complémentaire par rapport à d'autres actions qui se font au niveau local, régional ou éventuellement national. Vous devez être extrêmement précis aussi dans la conceptualisation et dans la méthodologie, dans la façon dont les rôles sont répartis entre chacun, dans ce qu'on appelle le consortium, hein, c'est votre partenaire. Puisque ce que je n'ai pas évoqué tout à l'heure, mais qui a son importance, c'est que vous devez avoir un compte sur la plateforme de l'Union européenne, mais votre partenaire identifié de l'autre côté, où qu'il soit, en Suède, en Bulgarie, peu importe, il doit aussi avoir un code d'identification, le fameux code PIC. Il doit avoir prouvé aux yeux de l'Union européenne son existence légale. Donc ce consortium, c'est éventuellement vous plus 1 ou éventuellement plus 2, plus 3, etc. Quels sont les moyens qui sont alloués d'un point de vue humain? Qui sont les responsables? Quels sont leurs rôles? Vous voyez, vous pouvez aussi fournir leur expérience. Je suis allé, c'est remonté. Fournir leur expérience, vous voyez, éventuellement mettre un CV, quel rôle ils ont, qu'est-ce qu'ils apportent, quelle est la plus-value de leur participation dans l'équipe qui va gérer le projet. Est-ce qu'éventuellement vous faites appel à des ressources extérieures? Donc ça, ça doit être précisé. Gestion de projet, assurance qualité, stratégie de suivi et d'évaluation. Donc là, pareil, c'est un peu des termes qui s'appliquent peut-être parfois à une logique commerciale, mais en tout cas, bon, ça peut faire un petit peu peur, mais il n'y a pas en tout cas pas trop de soucis à avoir. Il s'agit simplement de décrire voilà, la façon dont le projet va être mis en œuvre. Voilà. Donc, chaque étape, encore une fois, je vous disais tout à l'heure, hein, en amont, pendant, en aval, chaque étape est bien pesée et
et c'est en fait, voilà, chaque étape mène à une autre. Ça, c'est très, très important. Efficacité des coûts et gestion financière. Donc là aussi, vous avez un financement forfaitaire, donc il doit couvrir un certain nombre de coûts. Et vous devez expliquer en fait à quoi va se faire servir l'argent, que cet argent il sert effectivement à la, à la bonne gestion du projet et à la bonne mise en œuvre. Il y a ensuite ce qu'on appelle la gestion des risques. Vous êtes peut-être familier de ce qu'on appelle l'analyse AFOM, hein, atout, faiblesse, opportunité, menace. Donc voilà, d'envisager différents scénarios en fait, hein, ceux qui pourraient mettre en difficulté la vie du projet, comment éventuellement vous y répondez, comment vous anticipez, voilà, un problème. Aujourd'hui, personne ne peut faire autrement que d'envisager justement une crise sanitaire ou un repli éventuellement avec certaines actions qui pourraient ne pas se faire en présentiel mais en virtuel. Donc voilà, il y a toute une analyse, hein. Il est précisé des incertitudes, des événements inattendus qui surviennent dans les organisations, même si elles sont très bien gérées. Donc l'analyse des risques permet d'anticiper tout ça. La partie donc aval, l'impact impact et ambition. Donc là aussi, c'est essentiel. En quoi vous anticipez le fait et quelles sont vos attentes aussi, hein, en quoi ça va marquer les participants, en quoi ça va générer peut-être des résultats concrets. Donc si, je ne sais pas, si dans le projet vous mêlez des, si vous mêlez des acteurs culturels ou de musique ou sportifs ou, je ne sais pas, des anciens combattants, etc., qu'est-ce que ça va générer comme participation. Si vous associez l'école, et là je reviens à la question tout à l'heure, hein, de Bourbon-Lancy, vous pouvez évidemment associer les établissements scolaires, mais simplement ça ne peut pas être seulement un projet qui est fait entre deux établissements scolaires. Il faut que les établissements scolaires soient la part, la part d'un tout, d'un très vaste ensemble. Et si c'est uniquement la dimension scolaire, l'évaluateur risque de ne pas vous valider. Donc impact, ambition, vous avez les détails, hein. Le projet vise-t-il à déclencher des changements, des innovations? Comment les activités contribuent à améliorer un point de départ, une situation? Voilà, si vous pouvez estimer que votre jumelage était en sommeil et que d'une certaine manière, ça va revigorer, redynamiser l'ensemble, ou vous innovez parce que le jumelage portait sur une dimension qui était peut-être plus liée justement à une certaine génération de participants, une catégorie d'âge, et vous remettez un petit coup de fouet justement avec d'autres acteurs. Au contraire, vous mettez une dimension peut-être économique, agricole dans le projet, donc ça c'est important de le mettre aussi, de montrer qu'il y a un vrai effet levier, que le projet, ce n'est pas business as usual. Il faut qu'on puisse sentir et comprendre que grâce au financement européen, voilà, il y a une vraie plus-value. Ce n'est pas le truc que vous faites tous les 5 ans, ou même peut-être tous les ans ou tous les 2 ans. Voilà, il y a une vraie plus-value, une vraie différence entre ce qui se faisait avant et ce qui se fait à partir de là. La communication, la diffusion, la visibilité, ça c'est aussi un effet très très important. Au-delà de la volonté de vous faire comprendre que oui, le financement européen il doit être visible, oui, en gros, on doit comprendre que l'Europe s'engage et qu'elle s'engage notamment pour faire vivre ce type de projet. C'est toute la logique de coopération derrière qui doit être rendue visible. Euh, donc, par les parties prenantes, par les bénéficiaires, donc les participants directement, mais au-delà aussi. Comment vous amenez éventuellement des publics éloignés de ces questions à participer ou à jouer un rôle dans le projet donc, de citoyenneté active et de coopération. Donc, et dans ce trio-là, hein, qui est l'impact, la diffusion et la valorisation, donc durabilité, continuation. Donc voilà, il y a un vrai trio, il faut vraiment envisager les choses de façon très très imbriquée. Ça reste des éléments différents les uns des autres, mais qui s'imbriquent en fait, hein, qui sont vraiment intrinsèquement liés. Décrivez le suivi du projet après la fin du financement de l'UE. Comment l'impact du projet sera-t-il assuré et maintenu? Donc c'est l'effet levier que je vous expliquais tout à l'heure. C'est comme pour un bon ensemble de financements européens, il va y avoir ce gros coup de pouce au départ quand l'Union européenne finance une chaufferie bois, par exemple, ou des investissements. Elle va le faire au départ, mais elle ne va pas financer la maintenance à 5 ans, 10 ans, 20 ans, peut-être 30 ans. Euh, et c'est pareil pour les aides aux entreprises, à l'innovation, à la recherche. C'est quelque chose qui va être très important au départ, qui va donner vraiment un coup de peps. Mais il faut aussi voilà, anticiper et envisager à quel point le projet est le début, le point de départ de quelque chose. Donc ça, c'est à expliquer dans ce point 3. Je fais une petite pause sur les questions.
Bérangère, n'hésite pas si tu veux à prendre les questions, à les reformuler à l'oral, parce que c'est difficile de faire deux choses, d'avoir un œil sur les deux documents. Oui, je peux te dire, s'il y en a un peu trop qui arrivent. Heu, peut-être, On s'était arrêté sur la question donc des rencontres des villes jumelées françaises et hongroises. Donc ça, c'est on a ça. dit que c'était plutôt réseau. Voilà. Donc un comité de jumelage, un comité citoyen de jumelage peut proposer un échange entre communes. Oui, à partir du moment où il y a derrière une entité légale. Donc à minima une association loi 1901. Mmh. Il n'est pas nécessaire que le jumelage soit formel ou qu'il soit ou que bon, il faut évidemment, c'est mieux que la commune soit partie prenante, mais voilà, ayez en tête que la condition c'est ça, être une entité légale, avoir une existence juridique. La question suivante: nous avons un projet de rencontre sportive entre 3 ou 4 villes jumelées, est-ce éligible? Oui, bien sûr, tout à fait. Donc avec un porteur unique et l'identification de partenaires derrière. Donc, bon, la question réseau peut aussi avoir son intérêt si vous visez des projets qui durent plus longtemps et si vous voulez avoir un financement européen plus conséquent. Hein, mais c'est comme pour tout à l'heure. C'est soit vous faites un projet donc, de jumelage de villes de plus petite échelle avec cet outil-là, ou alors vous envisagez quelque chose de plus important avec le réseau de ville. Mais Et ça c'est jouable, bien sûr. Sachant que, euh, attention, c'est-à-dire que si simplement votre programme de travail, c'est faire du sport, l'évaluation, honnêtement, risque d'être insuffisante. Il faudra y mettre autre chose que du sport. La question, justement, des discriminations dans le sport ou des pratiques dans le sport, je ne sais pas moi, la gestion des doubles carrières, par exemple, ou la prévention qui est lié, je ne sais pas, au dopage, par exemple, ou comment l'encadrement dans le sport amateur, comment ces compétences-là sont valorisées, ou comment vous pourriez davantage les valoriser à travers le projet. Si c'est juste faire venir, faire le tournoi des petits champions, par exemple, la ville de Besançon, où chaque année, un club de foot invite voilà, des clubs de gamins des quatre coins de l'Europe, juste ça ne fonctionne pas. Il faut une autre dimension, une autre plus-value. et en Nous avions un complément sur ce jumelage il y a plus. sujet-là, juste en complément sur ce sujet-là vraiment, spécifique du sport, si et seulement si, cette, rencontre, elle est organisée par des acteurs du domaine du sport, le projet devient éligible dans le programme Erasmus+ volet sport. Voilà, mais c'est uniquement si les acteurs qui organisent cette rencontre sont dans le domaine du sport déjà. Donc une fédération, un club de sport, etc. Là, ça devient éligible dans Erasmus+ volet sport. Voilà, si Ouais, jamais ça peut sport, aider. voilà, sport amateur, effectivement. Parenthèse aussi, par rapport à la présentation de demain, ça ne pourrait pas entrer uniquement la simple pratique sportive, la participation à un tournoi, par exemple, ça ne serait pas éligible dans l'échange de jeunes non plus. Il faut que la question sportive se fasse à la lumière des priorités de l'Union européenne et pas uniquement à travers la pratique pure et dure. Un jumelage il y a plus de 30 ans, nous refaisons la rue, embellissement entre une église classée et un lavoir classé, nous voulons réactiver le jumelage et prolonger dans le temps. Alors, je ne vois pas de question dans dans votre remarque. Est-ce que vous pouvez préciser peut-être, Didier? Oui, en fait, c'est un jumelage qui existait et on voudrait le réactiver puisqu'on refait la rue qui s'appelle rue de Frépont, qui aujourd'hui, ce sont deux villes, enfin, c'est une ville qui ont fusionné, qui s'appelle Trose maintenant. Et en fait, on voudrait réactiver donc le jumelage. À cette occasion, on refait embellir la rue, qui s'appelle la rue de Frépont. Frépont existe toujours, mais dans le cadre de la ville de Trose. Ah oui, d'accord, c'est les nouvelles communes, des communes fusionnées en C'est ça, Belgique. tout à fait. Ok. Hmm. Bah, là, effectivement, ça peut être une bonne occasion, mais derrière, comment vous traitez le projet. Est-ce que bon, vous parlez d'églises classées, d'un lavoir, peut-être la question à travers la question du patrimoine, ça peut être intéressant, effectivement. Oui. Mais donc, voilà, il faut que vous ayez un fil conducteur. C'est ça qui est important. Ce fil conducteur,
comment il est mis en œuvre, qui il concerne, qu'il soit le plus large possible et quel résultat, en fait, quel résultat concret il produit, ouais, dans le partenariat avec vos jumeaux. Donc ça reste, c'est à construire, mais effectivement, oui, enfin, l'idée en tout cas de réactiver à travers le prisme du patrimoine, par exemple, pas seulement, mais ça peut être intéressant. Vous évoquez des mots-clés qui font résonance. Disposez-vous d'une liste de ces mots-clés absolument utilisés? Alors, il y a plusieurs éléments. Il y a la question des priorités annuelles du programme, donc là qui sont données sur le site de l'agence exécutive, donc de la DG et de la Commission européenne. Et puis il y a le guide du programme. Donc il y a ce qui est contenu dans le guide du programme L'Europe pour les citoyens, et il y a ce qui est contenu aussi dans l'appel à proposition. Je vous montre par exemple. Voilà. Donc ça, c'est l'appel à proposition actuel. Donc, je vous le disais tout à l'heure, qui est ouvert depuis le 20 mai et qui va jusqu'au 26 août. Donc là, vous avez dans le sommaire, en fait, toutes les conditions, tous les paramètres. C'est la diapo de tout à l'heure, hein, quand je vous expliquais comment accéder justement au portail. Donc, EU Login pour vous créer un compte utilisateur et ensuite pour enregistrer votre organisation et ensuite pouvoir commencer à travailler sur le dossier avant de le diffuser. Donc là, par exemple, c'est très, très important, hein. Vous voyez que sur la dimension ici qui est liée donc justement au travail mémoriel, ça fait référence à la stratégie de l'Union européenne contre l'antisémitisme ou contre le racisme ou la stratégie d'inclusion des populations roms. Vous avez pour chaque dimension, pour chaque volet, qui était présenté tout à l'heure au début avec Bérangère, vous avez les détails. Donc si je descends, donc plus après, non, je vous dis des bêtises, c'est pas le bon. Voilà, ça c'est l'exemple, c'est le programme justement lié Europe de la mémoire. Donc je vous retrouverai le bon. Mais donc ce serait la même chose, hein, pour participation active des citoyens et jumelage de villes, vous auriez une référence, hein. Voilà, vous auriez des références ici, des priorités politiques. Là, par exemple, c'est comment on traite la question, la commémoration, du travail de recherche, du travail de mémoire aussi, lié aux crimes commis par les régimes totalitaires. Donc on entend par régime totalitaire nazisme, stalinisme, etc. Donc, on a la même chose dans les priorités pour le programme européen. Est-ce que tu peux regarder peut-être, Bérangère, de ton côté pendant que je continue? Oui, alors il y a Si juste tu le une retrouves, question fait. qui était accolée, qui est plus précise, qui est dans le cas d'un projet porté par une association, une part du temps de travail peut-il être financé? Ça, je pense que ça peut intéresser pas Oui. mal de gens. Donc non, en fait, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. La seule chose le seul financement en fait dont vous bénéficiez, c'est le financement forfaitaire qui est lié à la participation, voilà, participation internationale. Donc, sous-entendu, combien de personnes viennent représenter vos partenaires internationaux? Donc, éventuellement d'un ou plusieurs partenaires. Donc, derrière, on estime que ces coûts vont couvrir les frais opérationnels. Donc, des frais qui sont liés au transport, à l'hébergement, des frais de programme, de visite, de matériel, etc. Hein. Donc, vous pouvez vous valoriser éventuellement du temps de travail, si éventuellement dans votre entité, dans votre structure juridique, il y a des salariés. Mais en tout cas, ça n'entre pas dans un calcul du coût sur cette action-là, en tout cas, sur jumelage de villes. Il y a une participante qui demande si un des thèmes pourrait correspondre à ce genre de projet. Donc, est-ce qu'un jumelage peut être basé sur les pratiques de l'agriculture raisonnée et les maraîchers qui protègent l'environnement? Donc, un axe plutôt environnement. Bon, je ne vous cache pas que aujourd'hui, ce qui occupe l'Union européenne au-delà de la crise sanitaire, c'est l'objectif donc de neutralité carbone en 2050, qu'on appelle le pacte vert,
donc qui est vraiment le corollaire de toutes les politiques européennes, politiques publiques européennes, et donc des financements. Donc la question de la lutte contre le changement climatique, donc de pratiques vertueuses liées à l'environnement, évidemment, on va les retrouver. Ça ne veut pas dire qu'on aura des priorités annuelles qui seront forcément liées à ça, mais on peut l'estimer quand même. 2022, c'est le 60e anniversaire de la politique agricole commune. C'est quand même aussi le début de la nouvelle stratégie européenne qui s'appelle de la ferme à la table. Donc toute une stratégie liée à l'agriculture, l'alimentation, la sécurité alimentaire, les pratiques, etc. Donc il peut y avoir un prisme lié à l'agriculture et à l'alimentation, très clairement. Pas uniquement, mais autour de ça, on peut construire quelque chose de très intéressant. Parce qu'avec l'agriculture raisonnée et les maraîchers, vous traitez la question du point de vue du consommateur, vous traitez la question du point de vue de l'éducation aussi, donc l'éducation à l'alimentation. Vous traitez la question du point de vue, ça peut être du transport, vous traitez la question du point de vue de la responsabilité aussi des collectivités par rapport à la restauration collective, donc pareil dans les établissements scolaires. Donc ça peut être, oui, le centre vraiment de quelque chose, tout à fait. C'est tout pour l'instant. Je pense tu peux... Voilà. Eh bien, je peux revenir rapidement sur le dossier, voilà, sur le reste du dossier. Donc, vous devez préciser le calendrier, le plan de travail. Ce qu'on expliquait tout à l'heure, donc paquet de travail, c'est les fameux événements, hein, donc, ils appellent lot de travaux, c'est mal traduit, hein, c'est une traduction automatique. Et donc voilà, c'est les activités en fait, hein, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, les séquences en fait que vous prévoyez donc avec vos partenaires, les séquences thématiques. Voilà. Avec des jalons, des balises, éventuellement qu'on appelle des éléments livrables, donc concrets, un objectif derrière sa mise en œuvre. Donc, qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce que c'est une exposition? Est-ce que c'est une conférence? Est-ce que c'est une expo photo? Est-ce que c'est une visioconférence? Est-ce que c'est l'embellissement, la mise aux couleurs européenne ou du jumelage de tel endroit avec telle association, telle entreprise, etc. C'est un concert, voilà, spécifique qui est donné par l'école de musique sur un thème ou avec des compositeurs issus du pays partenaire. Voilà. Ça peut être des choses très, très différentes. Donc, voilà. Donc ça peut être plus ou moins long. Ensuite, un budget prévisionnel, puisque évidemment, vous devez quand même expliquer à quoi va servir je remonte un peu, à quoi va servir l'argent européen, comment il est utilisé. Donc, il faut, on va dire que votre budget prévisionnel ne soit pas inférieur à la part européenne. C'est-à-dire que si vous avez, je dis n'importe quoi, si vous avez 8 000 € de financement européen, il faut que votre budget prévisionnel, en tout cas en dépenses, soit au moins équivalent à ça. Et il est de bon ton quand même d'expliquer que vous avez des cofinancements par la commune ou par d'autres collectivités, éventuellement sur vos fonds propres aussi, l'association, ou en valorisation. Et donc ça, c'est important. Voilà. Donc tout un ensemble, voilà, les activités, les tâches, le calendrier prévisionnel. Donc voilà, ça peut se présenter aussi en format horizontal, en format paysage. Ensuite, des éléments annexes, mais qu'il faut quand même préciser. Éthique, valeurs de l'UE. Notamment, il y a une partie qui est assez nouvelle sur la charte qui est liée à la protection de l'enfance. Voilà. Si vous avez des publics jeunes, important aussi d'y faire référence ou de bien montrer que vous traitez cette question par le biais des inégalités, de lutte contre les discriminations, voilà, protection de l'enfance. Éventuellement des éléments de sécurité. Voilà. Ça peut être assez laconique. Est-ce que vous avez obtenu, je suis désolé, mais ça saute à chaque fois. Est-ce que vous avez obtenu d'autres financements européens pour l'action? Donc là, attention, parce qu'il n'y a pas de double financement possible. Justement, il y a plusieurs questions qui reviennent, à savoir s'il y a un minimum de requis de cofinancement par les structures, du coup, j'imagine. Non, pas nécessairement, au-delà du fait que vous ne pouvez pas avoir un budget prévisionnel qui sera, un niveau de dépense qui sera inférieur à la part européenne.
Mais honnêtement, il est quand même important de montrer que le projet va avoir un soutien plus important. Et a priori, on peut estimer que si vous prévoyez un niveau d'activité important et un vrai gros projet, gros dossier béton, et pas juste voilà, le petit week-end de rencontre, honnêtement, le cofinancement européen ne sera pas suffisant pour couvrir l'ensemble des coûts. Donc, plus le projet va être important, plus il aura un impact important, une diffusion importante, donc plus il sera cher, évidemment. Ça ne veut pas dire que des petits projets ne sont pas finançables. Hein. Sur l'ancienne mouture de projet, voilà, Saône, ils avaient obtenu 12 000 euros. Voilà. Et il n'y avait pas nécessairement beaucoup de cofinancement à côté. Simplement, il y avait un niveau de valorisation qui était intéressant. Vous avez aussi des annexes, donc le calculateur que j'expliquais tout à l'heure, hein, qui est un document assez simple, hein, puisque c'est simplement choisir en fait à partir de combien de participants. Donc si c'est à partir de 25 minimum ou le maximum, donc pour 30 000 euros, c'est au-delà de 205 personnes. Si vous en avez 300, vous aurez toujours 30 000. CV, annexe 2, donc qui est important pour expliquer qui sont les managers du projet. Donc à minima une personne de part et d'autre. Donc au moins une personne chez vous et une personne chez votre partenaire, mais plus il y a de personnes, mieux c'est, pour montrer aussi qu'il y a un vrai partage des tâches. C'est aussi une façon d'expliquer dans l'analyse des risques que si une personne fait défaut, c'est un vrai travail collectif, un vrai travail d'équipe et qu'il n'y a pas de, y aura pas de menace particulière du point de vue du management, en tout cas humain, et du rôle des uns et des autres. Et la liste des projets précédents. Donc ça, c'est important aussi d'expliquer que vous avez peut-être mené d'autres projets qui ont bénéficié ou non d'ailleurs de financement de l'Europe pour les citoyens, mais donc des références. Dans l'architecture de la page dépôt, je vous remets dessus, ici, vous avez la possibilité d'intégrer d'autres documents. Voilà. Donc, autres annexes. Donc, idéalement, de faire un PDF fusionné. Si vous avez d'autres pièces, justement, l'antériorité de certains projets, etc. Et puis, lettre de soutien. Donc ça, c'est important aussi pour montrer que vous avez le soutien de la commune ou d'autres. Si vous annoncez dans votre budget des cofinancements, voilà, c'est bien aussi de prouver que vous les aurez, qui sont acquis. Donc c'est là que vous pouvez aussi repréciser tout ça, les autres niveaux. Donc, pour répondre à la question sur les cofinancements minimum, a priori non. Mais encore une fois, si vous voulez atteindre un projet, une capacité de projet suffisante pour avoir au moins les 70 points sur 100 et avoir une notation suffisante pour être meilleur que les autres concurrents, il faut avoir, voilà, on va dire avoir atteint un seuil, un niveau de projet conséquent. Pour un jumelage, la ville participante peut-elle aussi demander un financement? Alors, j'ai plusieurs interprétations à votre question. C'est-à-dire que vous n'obtenez le financement que pour le déplacement des autres participants, ceux qui ne sont pas de votre commune. Donc, si je prends donc Hérimoncourt avec la Hongrie, les Hongrois ne peuvent pas demander de financement européen pour financer leur déplacement. Par contre, si les Hongrois obtiennent un financement de la commune ou de la région ou de l'État ou je ne sais quoi, ou s'ils ont du mécénat, etc., pour financer, à ce moment-là, c'est intéressant pour vous parce que c'est autant d'argent que vous pourrez utiliser ailleurs. Mais votre commune jumelle ne va pas déposer un dossier identique pour obtenir le financement. Par contre, si vous faites le match retour l'année suivante ou quelques temps après, et que c'est vous, Français, qui allez en Hongrie, rien n'empêche de déposer à ce moment-là un nouveau dossier. Avec évidemment, en lien peut-être avec le premier, pour montrer voilà, qu'il y a que ça crée une dynamique et que ça permet de générer autre chose, d'autres projets avec d'autres bénéficiaires, etc. N'hésite pas à compléter, Bérangère, aussi. Hein. Oui, pas de souci. Mais ta réponse a suffi. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Oui, c'est ce que j'allais dire. Vous pouvez, si vous Dérogation. voulez aussi, utiliser l'option lever la main ou voilà, pour nous faire savoir si vous avez une question. Donc notre Ah, il y a notre quelqu'un qui a levé la main. Pardon. Madame Paz. Maria Paz. Voilà. Oui, bonsoir. Bonsoir et merci de cette réunion d'information qui va nous aider évidemment à monter nos projets dans nos petites communes. J'avais une question pratique. Je cru comprendre que dans les cas d'un jumelage entre deux communes, donc les deux communes elles doivent être enregistrées pour avoir un numéro PIC, quelque chose comme ça. C'est ça. Donc, il doit être enregistré toutes les deux, mais les projets, il y a seulement une de deux communes qui les monte, je veux dire, qui est à l'origine, si j'ai bien compris. Alors, en fait, il y a une commune qui va être responsable juridiquement vis-à-vis de la Commission européenne de la mise en œuvre du projet. C'est-à-dire que c'est l'acteur principal, le déposant, qui va recevoir l'argent. Et ensuite, charge à lui éventuellement de le redispatcher avec son partenaire ou pour prendre en charge les coûts de l'école de musique du coin ou du club sportif ou de l'artiste qui va faire une performance scénique ou un graphe géant ou je ne sais pas quoi. Mais effectivement, on identifie le porteur, celui qui dépose le dossier et qui recevra éventuellement donc l'accord de financement, donc la convention hein, qui fixe le montant, les conditions, etc., le préfinancement et ensuite le solde. Donc il sera responsable aussi de l'envoi du rapport technique avec toutes les pièces qui prouvent que l'action a été menée conformément au texte et au dossier initial. Mais il y a l'obligation d'avoir effectivement au moins un partenaire en face avec une existence juridique avérée et donc ce fameux code PIC. Tout à fait. Et ça, c'est la même chose pour Erasmus+, qu'on évoquera demain. Si tant est que pour Erasmus+, bon, ça peut être mené par un groupe informel de jeunes. Donc il faut quand même une personne physique qui soit responsable du projet. L'exigence est un peu, on va dire, est à peine moins importante sur le plan légal. Ça peut être un groupe informel de jeunes, mais bon, pour les jumelages, en tout cas, entité juridique. Merci beaucoup. Merci. Donc évidemment, hein, Bérangère et moi, on est là pour vous aider sur la partie technique, la partie montage, mais on va dire, en tout cas pour la Maison de l'Europe, il y a aussi toute la partie, on va dire, vie du projet sur place. C'est important hein, que vous sachiez qu'on a énormément de ressources, une grande expérience aussi dans le fait de pouvoir mener ce genre de projet, avec des expositions, avec de la documentation, avec un annuaire de conférenciers, par exemple, ou de pratiques, de matériel de pavoisement aussi, des drapeaux, etc., sur lesquels vous pouvez compter aussi pour mener le projet. J'évoquais tout à l'heure l'exemple avec la commune de Saône. C'est tout un travail qu'on menait en amont avec la bibliothèque et la médiathèque, sur des soirées films, débats et films, expositions, le collège, l'école primaire, le club sportif, évidemment le comité de jumelage, mais les élus aussi. Voilà, toute une large palette en fait, hein, d'actions qui se font en amont et en aval de la rencontre physique avec les partenaires internationaux. Imaginez bien, encore une fois, hein, je me répète, mais il faut vraiment le dire, il y a vraiment l'amont, le pendant et l'aval. Et vous ne pouvez pas traiter distinctement les trois parties. C'est vraiment un tout. Et vous êtes attendu là-dessus. L'évaluateur vous attend là-dessus. Il y a une autre main levée, Monsieur Lacroix. Oui, bonsoir à tous. Merci pour votre présentation. Vous avez bien fait de souligner l'importance du code PIC et je voudrais encore insister davantage parce que c'est en fait ce qui nous a bloqués dans notre demande de subvention. Il faut s'y prendre très, très tôt car ce n'est pas toujours aisé d'obtenir les codes PIC des partenaires. Et donc là, vraiment, il y a beaucoup de soucis à se faire
et que les partenaires s'y prennent également très, très bonne heure aussi. Sinon, on arrive vite à la date butoir du dépôt de dossier. Merci encore à tous. Vous avez raison de le préciser. Et je vous dirais même que même si vous n'avez pas pour projet de déposer maintenant, ou même dans 6 mois ou dans 1 an, parce que voilà, vous avez besoin de réactiver certaines choses, demandez quand même votre code PIC. Ça ne coûte rien. Voilà, c'est une petite démarche à faire en ligne avec certaines pièces à renvoyer. Mais au moins, le jour où vous en avez besoin, voilà, au moins, c'est une bonne chose de faite. Et c'est une façon aussi de vous familiariser avec l'environnement numérique du portail européen. Donc voilà, faites-le. S'il vous sera utile jusqu'en 2027. Ce qui ne veut pas dire que s'il y a des changements, par exemple, changement de président ou voilà, des changements qui impactent justement d'un point de vue juridique la structure, ça, il faut le changer aussi, le préciser au moment du dépôt. Si vous vous retrouvez avec le nom d'un président, d'un représentant légal qui n'est pas le bon quand il faudra signer le grant agreement, l'accord de financement, la convention, voilà, vous allez perdre du temps, ça va être compliqué. Donc, Avant de redonner la parole à Monsieur Lacroix qui a relevé la main, je voulais aussi peut-être ajouter qu'une fois qu'on a obtenu ce numéro PIC, il vaut pour tout le temps, hein. On n'a pas besoin d'en redemander un à chaque dépôt de projet. Parce que ça peut, voilà, on peut avoir peur de se dire, bon, à chaque fois, il faut redemander et c'est un peu un casse-tête. Donc, on obtient un numéro et après, c'est parti. Et pour n'importe quel programme, d'ailleurs. Exactement. Et alors, je pense que ça doit être la même chose pour le Programme Europe pour les citoyens, mais pour Erasmus+, si vous aviez déjà déposé un projet avant, hein, le code PIC vaut toujours celui que vous aviez déjà depuis peut-être 1, 2, 3, 5 ans. Il vaut toujours pour les projets qui vont être déposés là lors de cette prochaine programmation. Voilà. Peut-être Monsieur Lacroix qui avait de nouveau peut-être une question. Oui, c'est justement l'objet de ma question parce que il me semblait que précisément le code PIC n'avait qu'une validité de 5 ans ou de la durée de la période d'appel à projet. Enfin, et là, vous me dites le contraire, que c'est valable tout le temps. Alors justement sur Erasmus+, les porteurs de projets ont été rassurés. On leur a dit que le numéro qu'ils utilisaient avant, lors de la précédente programmation, était toujours valable. Donc je pensais que ça s'appliquait aussi pour la prochaine programmation. Je ne sais pas si Julien, sinon on pourra préciser ça après, mais si Julien, toi, tu as d'autres informations. Non, j'aurais plutôt tendance à dire la même chose que toi, c'est-à-dire que le numéro antérieur en fait continue d'être valable dans l'enregistrement. Il peut y avoir une demande de précision, justement, ce que j'évoquais tout à l'heure, s'il y a eu des changements en fait, qui peuvent affecter la nature juridique de représentant légal, etc. Mais bon, si je prends notre exemple, nous, Maison de l'Europe, on avait un code PIC pour 2014-2020 et il reste valable pour 2021, là, 2027. Parce que en même temps que vous étiez en train de parler, monsieur Lacroix, je suis en train de constater que vous avez 2 codes PIC, vous. Est-ce que vous le saviez? C'est pas impossible en plus. On ne peut rien vous cacher. Ouais. Donc là, faites attention parce que ça peut être litigieux. Mais c'est sans doute une fausse manœuvre de notre part parce que c'est vrai qu'on a galéré, mais alors ça remonte à, je ne sais pas, à quelques années déjà. Et on a galéré, comme c'était déjà le dossier tout en anglais et que mon anglais, il est loin. Et qu'il n'y avait pas une assistance technique comme celle à laquelle on peut prétendre maintenant là, et vous solliciter. Donc, voilà. Mais bon, voilà, vous regarderez parce que peut-être qu'en l'occurrence, vous aviez peut-être perdu le code PIC ou que personne ne savait comment accéder. Donc, bon, voilà. Voir lequel vous permet ensuite éventuellement de déposer et de supprimer l'autre. Madame Berda demande quelle doit être l'importance de préserver un patrimoine dans une commune. Vous parlez peut-être de patrimoine architectural, j'imagine. Il n'y a pas forcément de lien. Hein.
C'est vrai qu'on a utilisé cet exemple tout à l'heure pour parler de la rue de Frépont, mais ce n'est pas une obligation du tout. On n'est pas obligé de parler de préservation du patrimoine. Dans le dossier de Saône, il n'était pas du tout question de préservation du patrimoine. Alors, il est 20h. On avait prévu la réunion de 18h30 à 20h. J'aime bien tenir les engagements. On peut prendre encore une question, une remarque. Sinon, je vais vous indiquer, donc à la dernière slide, vous avez les coordonnées donc de Bérangère et de moi-même. Je vous enverrai le PDF donc de la présentation. Je vous enverrai le PDF de la présentation. Voilà. Ouf, elle ramène le nage quand, la Miss? Vous avez entendu quelqu'un? Quelqu'un veut s'exprimer? Je crois que c'était juste un micro laissé ouvert. Un micro ouvert. J'ai l'impression. Okay. Voilà, donc demain, on vous retrouve à la même heure, donc toujours en binôme, mais cette fois-ci, c'est Bérangère qui aura la main sur les détails du montage d'un dossier donc d'échange de jeunes Erasmus+. Les documents seront transmis aussi et la session sera enregistrée. Oui, d'ailleurs, quelqu'un me demandait comment serait disponible cet enregistrement. Donc là, il va être sur le cloud de Zoom. Donc, je mettrai le lien à disposition. D'accord. Dans la mesure du possible, j'essaierai de mettre le flux sur notre chaîne YouTube aussi. Voilà. En tout cas, on est ravis d'avoir pu échanger avec vous et on reste à votre pleine et entière disposition. Voilà, comme je vous le disais, nous sommes vos interlocuteurs de référence sur ces questions. Oui, n'hésitez pas aussi à nous contacter à Bruxelles, même si ça fait un peu loin, mais on peut quand même répondre à vos questions. Exactement. Voilà. De toute façon, encore une fois, il vaut mieux plusieurs lectures, relectures, qu'une pour affiner le dossier. Bonne soirée à tous et à toutes. Bonne soirée. Bonne soirée à vous aussi. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous.